Mon nom est Marbel Ward. J'ai 30 ans et, apparemment, choisir ma carrière plutôt qu'un ultimatum fait de moi la vilaine dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'écris ces lignes depuis mon nouvel appartement à Seattle. Le genre avec des baies vitrées du sol au plafond et une vue sur le Puget Sound qui me semble encore irréel au réveil. En bas, les ferries glissent lentement sur l'eau comme s'ils savaient exactement où ils allaient. Au-dessus, le ciel fait toujours quelque chose de dramatique, gris, argenté, clair, honnête. Rien de tout cela n'était censé m'appartenir, du moins pas selon lui. Il y a quelques mois, je vivais à Chicago avec mon petit ami de 5 ans, Marcus. Nous avions partagé un appartement pendant 3 de ces années. Son appartement de rêve, techniquement, à distance de marche de son travail. À 10 minutes de ses parents, à 5 minutes de son studio de bar, de son café préféré. De tout son écosystème. À l'époque, je me disais que c'était simplement ainsi que fonctionnaient les relations. Quelqu'un devait céder un peu plus, et j'étais flexible. Je travaillais comme analyste de données dans la tech santé. Compatible avec le télétravail, stable, prévisible. Je pouvais m'adapter. Alors je l'ai fait. Nous partions en vacances là où il le voulait. Les fêtes se passaient toujours chez sa famille dans le Wisconsin ou chez ses amis à Minneapolis. Même la voiture que j'ai achetée l'année dernière, je voulais une Honda. Pratique, fiable. Il l'a refusée. Il a dit qu'elle n'était pas assez sûre. Son père préférait les Subaru. Les Subaru gardaient leur valeur. Je n'ai pas discuté. Marcus avait toujours des raisons bien structurées. Des explications calmes livrées avec cette expression blessée qui me faisait me sentir égoïste rien. Qu'à suggérer des alternatives. Et d'une façon ou d'une autre. Chaque compromis se terminait par mon ajustement pendant qu'il restait exactement là où il était. Je n'ai remarqué le schéma que lorsqu'enfin quelque chose a compté davantage pour moi que de préserver la paix. Le poste de directrice de l'analytics s'est ouvert dans une start-up de tech santé à Seattle. Mardi après-midi. Application d'apprentissage automatique pour les résultats patients. Package d'action. Rôle de direction. Salaire passant de $82 000 à $210 000. Changer de vie, n'en couvre même pas l'ampleur. Quand j'ai dit à Marcus que j'avais été invité à un entretien, il est resté silencieux. Pas en colère, pas soutenant, juste immobile. Puis il a dit. Tu n'envisages pas sérieusement ça. J'ai ri un peu. Pensant qu'il plaisantait. Je l'envisage absolument. Ai-je répondu. C'est mon domaine. C'est vers quoi je travaille depuis l'école supérieure. C'est alors qu'il m'a regardé. Vraiment regardé, et a prononcé la phrase qui a fendu ma vie en deux. Si tu prends ce job, c'est fini entre nous. Je ne quitte pas Chicago. Je me souviens de la sensation de la pièce ensuite. Lourde, comme si l'air s'était épaissi. Il a continué. Mes parents sont ici. Mes amis sont ici. Mon studio est ici. Si tu m'aimes, tu resterais. J'ai essayé de négocier. Une année de distance, des vols mensuels. 2 appartements pour qu'il puisse venir quand il voulait. J'ai même proposé de couvrir les coûts supplémentaires pour faciliter la transition. Il a refusé chaque option. C'était rester ou le perdre. Cette nuit-là, allongé éveillé à côté de lui, fixant le plafond, quelque chose a basculé. Pas bruyamment, calmement, terrifiant de clarté. Ce n'était pas à propos de Seattle. C'était le fait qu'en 5 ans, chaque décision majeure avait tourné en sa faveur. Et maintenant, la seule fois où je lui demandais de plier un tout petit peu. Il choisissait le contrôle plutôt que la conversation. J'ai réalisé que j'étais devenu quelqu'un qui avait besoin de permission pour grandir. Alors j'ai fait mon choix. J'ai accepté le poste sans le lui dire. J'ai trouvé une sous-location grâce à un contact professionnel. J'ai programmé les déménageurs pour un jour où ils seraient au travail.
J'ai laissé derrière moi tous les meubles que nous avions achetés ensemble. Surtout selon son goût de toute façon. Le matin de mon départ, j'ai posé une enveloppe sur le comptoir de la cuisine. 2 mois de loyer, ma clé, une courte note. Tu m'as dit que si je prenais le job, c'était fini. Je t'ai cru. Je pensais que partir serait la partie la plus dure. Que le moment où j'aurais fermé ma valise ou la porte derrière moi briserait quelque chose dans ma poitrine. Que je pleurerais dans le VTC vers l'aéroport ou paniquerais à mi-vol en me demandant si je venais de faire exploser toute ma vie pour un titre de poste et un chiffre sur une lettre d'offre. Rien de tout cela n'est arrivé. Ce qui s'est produit à la place a été plus silencieux, plus étrange. Les jours entre l'acceptation de l'offre et le départ réel de Chicago ont semblé suspendus. Comme si je me déplaçais dans l'eau pendant que tout le monde restait sur la terre ferme. Marcus a continué ses routines comme si rien n'avait changé. Cours de bar le matin, dîner le soir. Conversation banale sur les courses et les plans du week-end qui ne m'incluaient plus. Il n'a jamais demandé si j'avais pris une décision. Je ne pense pas qu'il croyait que je le ferais. La nuit, il dormait facilement. Un bras jeté sur mon côté, familier et lourd. Je fixais le plafond, rejouant les 5 dernières années avec une clarté presque cruelle. Des moments qui avaient autrefois paru petits s'alignaient maintenant nettement, formant un schéma que je ne pouvais plus ignorer. La façon dont mes promotions avaient toujours été présentées comme agréables mais temporaires. Tandis que ces avancées de carrière étaient traitées comme des faits immuables. La façon dont ma flexibilité était louée, tandis que son refus de bouger était étiqueté « limite ». La façon dont chaque fois que je résistais, la conversation se terminait d'une manière ou d'une autre par mes excuses pour avoir rendu les choses difficiles. Je n'étais pas encore en colère. J'étais juste éveillé. J'ai signé le bail de Seattle pendant ma pause déjeuner. Main stable, cœur étrangement calme. Une sous-location meublée près de l'eau. 6 mois. Assez de temps pour voir qui j'étais sans négocier mon existence autour de quelqu'un d'autre. Les déménageurs étaient prévus pour un mercredi. Marcus donnait un cours le matin ce jour-là et restait habituellement plus tard pour un café avec des amis ensuite. Je me suis dit que j'annulerais si je ressentais ne serait-ce qu'une lueur de doute. La lueur n'est jamais venue. J'ai emballé seulement ce qui était à moi, vêtements, livres, mon ordinateur portable. Une photo encadrée de ma sœur et moi qui avait survécu à chaque déménagement depuis l'université. J'ai laissé le canapé d'angle sur lequel il avait insisté. La table de salle à manger que ses parents avaient aidé à choisir, les tirages d'art qu'il aimait. Il était important de le faire proprement. Aucune ambiguïté, aucune place pour une histoire révisionniste sur ce que j'avais pris. La lettre a pris le plus de temps. Je l'ai écrite et réécrite jusqu'à ce qu'elle soit presque clinique. Pas d'accusation, pas de « s'il te plaît », juste la vérité. Renvoyée exactement telle qu'il me l'avait livrée. Tu m'as dit que si je prenais le job, c'était fini. Je t'ai cru. J'ai glissé 2 mois de loyer dans l'enveloppe parce que je ne voulais pas que l'argent devienne une autre arme. J'ai laissé ma clé dessus parce que je ne voulais pas qu'ils disent que j'avais disparu. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, l'appartement n'a pas résonné. Il n'a pas protesté. Il est resté. Le trajet vers l'aéroport a semblé irréel. La circulation de Chicago rampait comme d'habitude. La skyline avait le même aspect. Les gens vaquaient à leurs occupations. Complètement inconscients qu'une chose énorme avait basculé à l'intérieur d'une femme très ordinaire. Sur le siège passager d'un VTC. Dans l'avion, quelque part au-dessus des Rocheuses, je l'ai enfin ressenti. Pas du regret. Du soulagement. Celui qui s'installe dans les os quand on réalise à quel point on a été tendu pendant si longtemps. Qu'on a oublié ce que neutre signifie. Seattle m'a accueilli avec de la pluie, du verre et de la possibilité. Logement d'entreprise, nouveau badge. Nouvelles invitations de calendrier avec des gens qui ne me connaissaient pas d'abord comme là. Petite amie de quelqu'un.
Je me suis jeté dans le travail parce que c'était plus facile que de vérifier mon téléphone. Je me suis dit de m'attendre à des textos en colère, des messages vocaux. Peut-être un appel nocturne exigeant des explications que j'avais déjà données. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le silence. Pendant presque 48 heures, Marcus n'a rien dit. Puis mon téléphone s'est allumé, non pas avec des questions, mais avec une histoire qu'il avait déjà décidé de raconter. Et j'allais apprendre que partir tranquillement n'arrête pas quelqu'un qui a besoin de gagner. Cela lui donne simplement une page blanche. Le premier signe que quelque chose n'allait pas n'a pas été un texto de Marcus. C'était une notification Instagram de quelqu'un à qui je parle à peine encore. J'étais assise à mon bureau temporaire à Seattle, écoutant à moitié un appel de lancement de projet. Quand mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil automatiquement en m'attendant à un message Slack ou un rappel de calendrier. À la place, c'était un message privé. Et tu vas bien? Pas de contexte. Pas d'explication. J'ai répondu. Ouais. Pourquoi? Et suis retourné à la réunion. 10 minutes plus tard. Mon téléphone a vibré à nouveau. Je viens de voir les stories de Marcus. Je suis vraiment désolé. Mon estomac a chuté. J'ai coupé mon micro, ouvert Instagram et navigué sur son profil. Nous nous suivions encore. Je n'avais pas encore pensé à changer cela. La première story s'est chargée lentement. Un écran noir, du texte blanc. Parfois on ne réalise pas que la personne qu'on aimait vous utilisait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Slide suivant. Un selfie dans le miroir. La mâchoire de Marcus était crispée. Ses yeux avaient l'air tendus. Pas mouillés, pas débordants, juste assez brillants pour suggérer de la retenue. Le genre d'expression qui dit « je me retiens » plutôt que « je me suis effondré ». 5 ans à soutenir la carrière de quelqu'un pour être abandonné quand cela est devenu gênant. Ma poitrine s'est resserrée. Un autre slide a suivi. L'abus financier n'a pas toujours l'apparence qu'on attend. Celui-là a fait froid dans mes mains. À la fin de la réunion, ma boîte de réception se remplissait déjà. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. D'anciens collègues. Une cousine à lui que j'avais rencontrée exactement 2 fois. Tu es en sécurité? Je ne savais pas que tu traversais ça. Comment as-tu pu le quitter comme ça? J'ai regardé mon téléphone. Essayant de comprendre comment nous étions passés d'un ultimatum qu'il avait livré calmement dans notre cuisine à cette version des événements où j'étais soudain une vilaine calculée. Plus tard dans la soirée, il a posté à nouveau. Cette fois, pas une story, une publication permanente. Marcus assis sur le bord de notre ancien canapé, les coudes sur les genoux. Les mains serrées l'une contre l'autre. Pas de larmes, pas d'effondrement, juste de la tension, embouteillée et soignée. La légende était longue, soigneusement vague. Quand on construit sa vie autour de quelqu'un et qu'il vide vos économies, contrôle les finances et disparaît dès qu'il obtient une meilleure offre, cela vous change. Quelque chose de chaud a flambé derrière mes côtes. Nous n'avons jamais eu d'économie commune, pas une seule fois. Dès le début, Marcus avait insisté pour que nous gardions les finances séparées. Il le présentait comme moderne, indépendant, sain. Nous partagions le loyer, les charges, les courses, chaque dîner, chaque vacances. Tout suivi via Venmo. J'avais encore tous les relevés. Mais sa version voyageait plus vite que les faits ne le font jamais. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Sa mère. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, son père m'a envoyé un email. L'objet disait « Nous devons parler comme des adultes ». Il m'accusait d'avoir abandonné Marcus sans préavis. Affirmait que j'avais bénéficié de son travail émotionnel.
Suggérait qu'un paiement de transition de 40 000 $ serait raisonnable compte tenu des dommages que j'avais causés. J'ai archivé l'email. Je pensais que ce serait la fin. Ce ne l'était pas. 2 jours plus tard, ma mère a appelé. Sa voix était secouée d'une façon que je n'avais pas entendue depuis des années. Marbel ? A-t-elle dit soigneusement. Marcus est passé aujourd'hui. Mon estomac a chuté. Il est arrivé. A-t-elle continué. Il est resté assis sur le porche pendant des heures. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il a juste parlé de combien il se sentait perdu. De combien il s'était senti pris au dépourvu, de comment tu contrôlais tout. Ce mot encore. Contrôler. Est-ce que l'un de ces trucs est vrai? A-t-elle demandé doucement. Pendant un instant, Justin, le doute a tenté de s'infiltrer. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, trouvé la capture d'écran, l'ultimatum, mot pour mot. Horodaté. Je le lui ai envoyé. Elle a rappelé 5 minutes plus tard. Oh. A-t-elle dit. Il a menti sur tout. Mais Marcus n'en avait pas fini. Parce que lorsque contrôler la relation a cessé de fonctionner et que contrôler le récit a commencé à se fissurer, il a tendu la main vers quelque chose de plus lourd. La loi. Je me suis dit que je ne répondrais pas. Que nourrir l'histoire ne lui donnerait que de l'oxygène. Que la vérité documentée et ennuyeuse finirait par l'emporter sur un récit bâti sur l'implication et l'émotion. Pendant environ 48 heures, j'y ai presque cru. Puis le doute s'est glissé. Pas de Marcus, mais des gens autour de lui. Une amie commune en qui j'avais confiance m'a envoyé un message tard un soir. Je ne veux pas prendre parti, a-t-elle écrit. Mais il semble vraiment secoué. Es-tu sûr de ne pas avoir sous-estimé à quel point il dépendait de toi? J'ai lu le message 3 fois. Dépendait de moi. Le langage était subtil, soigné, pas d'accusation directe, juste assez pour incliner le cadre. Assez pour me faire rejouer des moments que j'avais déjà examinés et me demander si j'avais manqué quelque chose d'évident. C'est ça, le gaslighting quand il est bien fait. Il ne vous dit pas que vous avez tort. Il pose des questions qui vous font douter de vos réponses. J'ai ouvert mon application de notes et commencé à lister des faits, pas des émotions. Des faits. Nous partagions le loyer équitablement. Les charges partagées. Les courses partagées. Les vacances partagées. Les économies sur des comptes séparés, toujours. J'ai ouvert Venmo, fait défiler des mois, des années. Ligne après ligne de coches vertes et de moitiés exactes. Dîner, facture d'électricité, internet, week-end, remboursement, remboursement. Propre, ennuyeux, indéniable. Je ne paniquais pas encore, mais je me préparais parce que Marcus ne ralentissait pas. Les publications ont monté d'un cran. Il a cessé de dire, parfois, et a commencé à dire, quand on est abusé. Il a commencé à repartager des commentaires d'inconnus qu'il appelait courageux, forts. Un survivant. Quelqu'un a même tagué une association locale de santé mentale et remercié Marcus d'avoir dit ça. Vérité. Celui-là m'a tordu l'estomac. La vérité n'a pas besoin de projecteur. Le projecteur est pour la performance. Puis est arrivé le GoFundMe. Aider Marcus à se reconstruire après un abus financier. La description était longue. Émotionnelle et juste assez vague pour éviter des affirmations directes qu'il ne pouvait pas prouver. 5 ans de sacrifice, de soutien de carrière, de travail émotionnel, d'abandon. À la fin du premier jour, il avait récolté 62 $. Ce chiffre m'est resté, non pas parce qu'il était petit, mais parce qu'il me disait quelque chose d'important. Les gens qui le connaissaient vraiment n'y croyaient pas. Pourtant, la pression a atteint des endroits que je ne pouvais pas ignorer. Mon téléphone sonnait maintenant pendant les heures de travail. Des numéros que je ne reconnaissais pas.
Des messages vocaux laissés sur un ton soigneux, tremblant. C'est la tante de Marcus. Nous voulons juste comprendre pourquoi tu lui aurais fait ça. Un email est venu de quelqu'un se prétendant avocat. Bien qu'il n'y ait pas de signature de cabinet, pas d'en-tête. Juste un avertissement que des obligations de partenariat domestique pouvaient s'appliquer même sans mariage. Ce fut le moment où mon calme s'est fissuré. Pas en peur. En clarté. J'ai tout transféré à moi-même. Capture d'écran, email, messages vocaux, liens, date, heure. Je n'ai pas répondu. J'ai documenté. 2 jours plus tard. La réception de mon immeuble a appelé mon appartement temporaire. Marbel. Il y a un coursier pour vous. L'enveloppe était fine, d'aspect officiel, mon nom imprimé nettement sur le devant. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je me suis assise au bord du lit. J'ai regardé l'eau et j'ai attendu le sentiment que les gens décrivent. L'appréhension, la panique, le sentiment que le sol va céder. Il n'est pas venu. Quand j'ai enfin déchiré l'enveloppe, les mots étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Tribunal des petites créances. Marcus me poursuivait. Dommages émotionnels, obligations de partenariat domestique non payées, total réclamé $8 000. J'ai ri une fois, un son court et sec qui m'a même surprise. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était inévitable. J'ai transféré le dépôt à mon contact juridique de l'entreprise. Sans même savoir ce que je demandais. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Marbel ? A dit l'avocate doucement. C'est frivole. Mais vous devez vous présenter. 3 semaines. J'ai fermé mon ordinateur portable. Me suis appuyé dans mon fauteuil et ai senti quelque chose se poser. Il n'essayait pas de gagner de l'argent. Il essayait de me forcer à revenir dans son orbite. Et cette fois, la scène n'était pas les réseaux sociaux. C'était une salle d'audience. Retourner à Chicago en avion a semblé comme de pénétrer dans une vie que j'avais déjà quittée. J'ai pris un jour de congé. M'attendant à moitié à de la culpabilité ou de la tension de la part de mon nouvelle équipe. À la place, ma directrice a balayé cela d'un geste comme si ce n'était rien. Gérez vos affaires personnelles. A-t-elle dit. On s'occupe de tout. Pas de taille, pas d'implication, juste de la confiance. Cela seul a semblé un reproche silencieux à tout ce que Marcus avait jamais présenté comme normal. Le tribunal sentait le vieux papier et le désinfectant. Je suis arrivé tôt, habillé simplement, portant un mince dossier qui ne contenait que des faits. Relevé bancaire, historique Venmo, capture d'écran, reçu, date, heure. Je n'avais pas besoin d'une performance. Marcus est arrivé 10 minutes en retard. Il est entré en portant un épais classeur surdimensionné. L'un de ses 3 pouces avec des pochettes plastiques et des onglets codés par couleur. Son père le suivait de près. Déjà en train de balayer la salle comme s'il s'agissait d'un champ de bataille morale qu'il était. Venu défendre. Marcus ne m'a pas regardé. Il a posé le classeur sur la table avec une sorte de cérémonie. A redressé les épaules et a expiré lentement. Pas d'effondrement, pas de panique, contrôlé, contenu. La posture de quelqu'un qui se prépare à raconter une histoire. Quand la juge a appelé l'affaire, Marcus a parlé en premier. Ce qui a suivi ne ressemblait à peine à la relation dans laquelle j'avais vécu. Il a parlé de sacrifice, de travail émotionnel. De la façon dont j'avais géré les finances du foyer parce que j'étais meilleur avec les chiffres. Une affirmation qui s'est effondrée dès qu'elle a quitté sa bouche. Il a dit que je l'avais isolé, poussé à compter sur moi, puis disparu sans préavis. Son père a essayé d'intervenir plus d'une fois. La juge a coupé court rapidement. Ceci n'est pas une salle de conférence. A-t-elle dit d'un ton égal. Asseyez-vous. Quand Marcus a terminé, il avait l'air vidé. Pas dévasté. Vidé comme quelqu'un qui vient d'achever un monologue répété et attend des applaudissements qui ne
Viennent pas. Puis ce fut mon tour. Je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai remis les documents. La juge les a feuilletés lentement. Relevé bancaire montrant des comptes séparés, historique Venmo avec des partages précis. Facture de charge, reçu de loyer, la capture d'écran du texto d'ultimatum. Elle s'est arrêtée là. C'est votre numéro de téléphone? A-t-elle demandé à Marcus. Oui. A-t-il dit. Et avez-vous envoyé ce message indiquant que si Madame Ward prenait le poste, la relation serait terminée? Marcus a hésité. Puis doucement. Oui. La juge a hoché la tête une fois. Affaire classée. 15 minutes. Marcus s'est figé. Il a commencé à parler vite maintenant de la façon dont le système juridique ne protège pas les gens. Comme lui, de la manipulation, de la façon dont les preuves peuvent être soignées. La juge s'est levée. L'audience est levée. Son père a dû le guider dehors par le bras. Je suis resté assise un moment après leur départ, respirant dans le silence. Ce n'était pas une victoire. Je l'ai ressenti comme une libération. Plus tard, dans un café près de l'aéroport, j'ai rencontré une amie commune qui était restée neutre tout du long. Elle avait l'air mal à l'aise, les doigts serrés autour de sa tasse. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, a-t-elle dit. Et puis elle me l'a dit. Marcus avait appelé mon ancien patron, essayant de me faire blacklister. Prévenant les gens de mon schéma, affirmant que j'étais instable, irresponsable. Dangereuse à côtoyer professionnellement. Mon téléphone a vibré avant qu'elle ait fini de parler. Un email. Marbelle. J'ai reçu un appel très étrange de Marcus aujourd'hui. Je veux que tu saches que c'était complètement inapproprié. Si jamais tu es intéressé par du consulting à distance, nous serions ravis de retravailler avec toi. Ton départ a été une perte pour nous. J'ai fixé l'écran. Sa tentative de détruire ma réputation avait fait exactement le contraire. Alors que mon avion décollait cette nuit-là, Chicago rétrécissant sous les nuages, j'ai compris quelque chose avec une clarté terrifiante. Marcus n'avait pas voulu me récupérer. Il voulait que le contrôle soit rétabli. Et quand la salle d'audience lui a enlevé cela, il manquait de coups à jouer. Seattle m'a accueilli de retour avec une pluie régulière et une boîte de réception pleine d'invitations de calendrier. J'ai atterri tard, épuisé de la façon dont seul le choc émotionnel crée. Et je m'attendais à moitié à ce que l'élan que j'avais construit vacille pendant mon absence. À la place, rien n'avait bougé. Les projets avançaient toujours. Mon équipe m'incluait toujours. Personne n'a posé de questions intrusives ni ne m'a traité comme un passif qui avait eu besoin de temps pour nettoyer des messes personnelles. Au stand-up le lendemain matin, ma directrice a hoché la tête vers moi et a dit: « Contente que tu sois de retour. » C'était tout. Pas de drame, pas de jugement. J'ai réalisé à quel point la version de la réalité de Marcus m'avait entraîné à m'attendre à des conséquences pour exister en tant que personne entière. Le travail s'est accéléré. Le projet auquel je contribuais discrètement depuis ma première semaine est soudain passé à une phase plus visible. Les parties prenantes voulaient des chiffres, des prévisions, des scénarios. Je me suis retrouvé à mener des conversations au lieu de me rétrécir à l'intérieur. La nuit, quand la ville se taisait, je rejouais la scène du tribunal dans ma tête. Non pas avec colère, mais avec un étrange sentiment de distance. Comme regarder un documentaire sur une vie que je ne vivais plus. Marcus, pendant ce temps, se déliait. Son rythme sur les réseaux sociaux a ralenti, puis est devenu erratique. Des stories postées à des heures étranges. Des légendes qui contredisaient des affirmations antérieures. Commentaires désactivés. Activés. Désactivés à nouveau. Le GoFundMe est resté bloqué à $62. Puis il a disparu.
Une connaissance mutuelle m'a texté de nulle part. Tu as entendu que Marcus s'est fait virer? J'ai fixé le message un long moment avant de répondre. Non. Apparemment, il avait manqué des shifts aux boutiques où il travaillait, arrivait en retard. Partait tôt, postait des stories Instagram depuis les toilettes pendant les heures de travail. Des légendes pensives sur le trauma superposées à des selfies tremblants dans le miroir. La direction lui avait donné plusieurs avertissements. Finalement, ils avaient arrêté. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai ressenti quelque chose de plus froid. J'avais autrefois construit mon emploi du temps autour de ses cours, de ses heures, de ses rythmes. J'avais cru que son instabilité était temporaire, contextuelle, causée par les circonstances. Maintenant je la voyais sans proximité, sans l'effet adoucissant de l'amour, et c'était cru. Environ un mois plus tard, j'ai rencontré Daniel. Ce n'était pas dramatique. Pas d'étincelle traversant une pièce bondée. Nous étions tous les deux debout près de la table à café lors d'un événement de networking. Professionnel, nous plaignant discrètement des mauvaises pâtisseries de conférence. Il travaillait en stratégie produit. Entreprises différentes, monde différent. Il posait des questions et attendait les réponses. Quand j'ai mentionné que j'avais déménagé récemment, il n'a pas supposé pourquoi. Quand j'ai parlé de mon travail, il ne l'a pas cadré comme quelque chose qui existait à côté de sa vie, mais comme une chose avec son propre poids et sa propre gravité. Nous avons commencé à nous voir pour un café, puis des dîners, lentement, intentionnellement. Je lui ai parlé de Marcus au 3e rendez-vous. Pas en détail, juste assez de contexte pour expliquer les limites dont j'étais désormais attentive. Daniel a écouté, n'a pas interrompu, n'a pas essayé de résoudre. À la fin, il a dit : « Ça a l'air épuisant. Je suis content que tu te sois choisi. » Pas de jugement. Pas de défensive. Pas de compétition. C'était inhabituel. Puis, 2 semaines plus tard, le concierge de mon immeuble a appelé. Marbel ? Il y a un homme ici qui demande après vous. Il dit que c'est urgent. Mon estomac a chuté. Je savais qui c'était avant qu'elle dise son nom. Marcus avait pris l'avion pour Seattle. Et cette fois il ne se cachait pas derrière des écrans ou des dépôts de plainte. Il voulait parler. Je n'ai pas laissé Marcus monter. Cela semblait important. J'ai demandé au concierge de lui dire que je le rencontrerais en public. Quelque part lumineux, quelque part neutre, quelque part avec des témoins et des sorties. Nous avons choisi un café à 2 rues de mon immeuble. Fenêtre en verre, foule du matin. Le genre d'endroit où les conversations restent mesurées parce que d'autres personnes peuvent vous entendre respirer. Quand je suis entré, Marcus était déjà là. Il avait l'air plus mince, pas fragile. Juste dépouillé de la confiance qu'il avait autrefois soutenue. Sa mâchoire était serrée, sa posture rigide. Comme s'ils se maintenaient ensemble par pure force de l'habitude. Il s'est levé en me voyant. Marbel ? A-t-il dit ? Comme si le nom lui appartenait encore. Nous nous sommes assis quelques secondes. Aucun de nous n'a parlé. Il fixait la table. Je fixais ses mains. Elles étaient crispées. Pas tremblantes, contrôlées. Je voulais juste une vraie conversation, a-t-il fini par dire. Pas d'avocat, pas de tribunaux. Pas d'Instagram. J'ai attendu. Je te testais, a-t-il ajouté rapidement. Comme si l'élan comptait. J'avais besoin de savoir si tu te battrais pour nous. Si tu nous choisirais quand cela comptait. Je l'ai regardé. Tu as déposé une plainte contre moi. Ai-je dit calmement. Ce n'était pas un test. Il a tressailli, non pas émotionnellement, mais stratégiquement. Comme s'il avait mal jugé le coup d'ouverture. J'étais désespéré.
a-t-il dit. Je ne savais pas comment autrement te faire écouter. J'ai écouté. Ai-je dit. Tu m'as dit que si je prenais le job, c'était fini. Il a agité une main. Irrité maintenant. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Je sais exactement comment tu le pensais. Il s'est penché en avant. On pourrait recommencer ici. Je pourrais trouver quelque chose à Seattle. On pourrait reconstruire. J'ai secoué la tête. Tu as passé des mois à dire aux gens que je t'avais abusé, que je t'avais volé, que j'avais détruit ta vie. Il n'y a pas de reconstruction après ça. Sa mâchoire s'est resserrée. Alors tu me dois quelque chose. A-t-il dit. 5 ans. Ce n'est pas rien. J'ai investi en toi. Ce mot encore. Investi. Je n'ai pas gaspillé ton temps. Ai-je dit. Tu as choisi de donner un ultimatum au lieu d'avoir une conversation. Tout ce qui a suivi est venu de ce choix. Il s'est adossé. Les yeux durs maintenant. D'accord, a-t-il dit. Alors je vais m'assurer que les gens ici sachent qui tu es vraiment. Je le dirai à ton entreprise, à tes amis, à quiconque écoutera. Je l'ai senti alors. Pas de la peur. De la clarté. Tu as essayé ça à Chicago. Ai-je dit d'un ton égal. Ça n'a pas marché. Essaie ici et tu prouveras exactement pourquoi je suis parti. Il m'a regardé comme s'il cherchait la fissure qui s'ouvrait autrefois quand il poussait assez fort. C'est alors que la porte s'est ouverte. Daniel est entré. Il m'a repéré à travers la fenêtre, a hésité, puis est venu, calme, ancré, sans hésitation. Et a-t-il dit doucement. Tout va bien? Oui. Ai-je dit? Et je le pensais. Daniel s'est présenté à Marcus avec une neutralité polie. Pas de posture, pas de tension, juste de la présence. Marcus a regardé entre nous. Quelque chose a bougé dans son visage. Pas de la colère. De la défaite. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il a compris que je n'étais plus seul. Et plus important encore, que je n'avais plus besoin de l'être. Tu vas le regretter. A-t-il dit finalement. Mais sa voix manquait de conviction. Il s'est levé, a attrapé sa veste et est sorti sans regarder en arrière. Je l'ai regardé partir, ne ressentant rien de ce à quoi je m'attendais. Pas de triomphe, pas de chagrin. Juste la certitude tranquille que ce chapitre se fermait enfin et que la vie que je construisais n'exigeait plus de permission. Après le départ de Marcus de ce café, je suis restée assise plus longtemps que nécessaire. Daniel a demandé si je voulais aller ailleurs, si je voulais de la compagnie. Si j'avais besoin d'espace. Pas de suppositions, juste des options. Je lui ai dit que j'allais bien. Non pas de la façon dont les gens le disent pour terminer une conversation. Mais de la façon qui vous surprend même vous-même quand vous le dites à voix haute. Parce que c'était le cas. Marcus n'a pas texté. Il n'a pas appelé. Il n'a pas essayé de suivre avec une autre version de la même histoire habillée de mots différents. Autant que je sache, il est rentré à Chicago cet après-midi-là. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu. Les mises à jour que j'ai entendues plus tard venaient de seconde main. Des amis communs. Des mentions fortuites qui s'insinuaient dans les conversations puis en ressortaient. Le GoFundMe n'est jamais revenu. Les légendes Instagram ont changé de ton. Moins d'accusations, plus de réinvention. Des mots comme guérison, survivant, apprendre à faire confiance à nouveau. Il a commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, une femme dans la crypto. Apparemment,
Les publications étaient brillantes, soigneusement soignées. Plus une preuve de vie qu'une preuve de croissance. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'en avais pas besoin. Seattle continuait d'avancer, et j'avançais avec elle. Au travail, le projet que nous préparions discrètement a enfin obtenu l'approbation. Essai de phase 2, portée élargie, impact plus grand. Le genre de travail qui vous rappelle pourquoi vous avez choisi ce domaine en premier lieu. Non pas pour le titre ou les actions, mais parce que les chiffres comptent. Mes options d'achat d'actions ont atteint leur premier jalon d'acquisition la même semaine. Je me suis tenu près de ma fenêtre ce matin-là, un café à la main. Les ferries coupant l'eau en bas. Et j'ai senti quelque chose se poser en place qui n'avait rien à voir avec l'argent. De la stabilité. Pas le genre fragile qui dépend du confort de quelqu'un d'autre. Le vrai genre. Daniel et moi avons commencé à parler de trouver un endroit ensemble. Non pas comme une évidence, non pas comme une échéance. Mais comme une question à laquelle nous avions tous les deux l'espace de répondre honnêtement. Vue sur les montagnes, trajet qui avait du sens pour tous les deux. Une vie construite avec discussion plutôt qu'exigence. Parfois tard la nuit, je rejouais le moment où Marcus m'avait donné l'ultimatum. Si tu prends ce job, c'est fini. À l'époque, cela avait sonné comme de la peur déguisée en certitude. Maintenant, je comprenais ce que c'était vraiment, une condition. Et voici ce que toute cette expérience m'a enseigné. Quand quelqu'un vous donne un ultimatum, croyez-le. Il a déjà décidé que son confort compte plus que votre avenir. Que l'amour est un levier. Que le partenariat est conditionnel. La bonne personne ne retient pas votre vie en otage pour obtenir ce qu'elle veut. La bonne personne ne réécrit pas la réalité quand vous choisissez de grandir. La bonne personne ne dépose pas de plainte, ne sabote pas de carrière. Ni ne joue la victime quand le contrôle lui glisse entre les doigts. La bonne personne dit « Cela me fait peur, mais tes rêves comptent aussi. » Trouvons ensemble. Chaque matin où je me réveille à Seattle. Je suis reconnaissante d'avoir choisi la vie que je voulais au lieu de celle que quelqu'un d'autre exigeait. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser d'être contrôlé.